On dit souvent que l'eau suit toujours son chemin. Mais que se passe-t-il quand ce chemin croise Donald Trump? Eh bien, accrochez-vous, parce que sur Room Amérique, votre source d'analyse mordante et sans filtre, nous plongeons aujourd'hui dans une querelle digne d'un western politique. Les États-Unis exigent l'eau du Canada, et Ottawa répond par un niais plus glacial qu'un hiver québécois. Bienvenue sur Room Amérique, la chaîne qui ne vous raconte pas des histoires à dormir debout, mais la réalité brute, avec une dose d'ironie bien frappée, façon américaine. Ici, pas de blabla inutile. Nous décortiquons les coulisses du pouvoir, les crises et les absurdités politiques qui façonnent l'actualité américaine. Aujourd'hui, nous allons explorer une crise inédite, une guerre froide, mais pour l'eau. Donald Trump, président des États-Unis, veut tourner le robinet canadien comme s'il s'agissait de sa propriété personnelle. De l'autre côté, le premier ministre Mark Carney, ferme comme un roc, lui répond « pas une goutte ». Entre soif américaine et souveraineté canadienne, la tension monte et les diplomates du monde entier observent, bouche bée. Alors, jusqu'où ira cette guerre de l'eau? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Partie 1, le face-à-face, quand la politique parle comme un robinet. Imaginez la scène. Donald Trump, président des États-Unis, regarde le nord, et ce qu'il voit ce n'est pas la forêt boréale, ni les caribous, ni le sirop d'érable. Non. Ce qu'il voit, c'est un gigantesque réservoir, un robinet XXL, prêt à désaltérer l'Amérique. Dans son esprit, le Canada n'est pas un pays, c'est un château d'eau. Et bien sûr, qui de mieux que lui pour avoir la clé du robinet? Et oui, c'est ça le nouveau feuilleton politique. Après le pétrole, après le bois, après l'acier, voici l'eau. L'eau, mesdames et messieurs, ce liquide transparent qui sort de votre robinet et que vous tenez pour acquis. Trump, lui, ne la prend pas pour acquise. Il la convoite. Et pas qu'un peu. Dans l'un de ses discours, il a lâché une phrase qui a secoué plus qu'un tremblement de terre en Californie. Selon lui, le Canada est comme un faux robinet, fermé à double tour, alors que son devoir serait de s'ouvrir et de laisser couler l'eau vers les États-Unis. Vous voyez l'image? Un milliardaire new-yorkais qui parle de la deuxième plus grande réserve d'eau douce de la planète comme d'un tuyau de jardin. C'est là tout l'art de Trump, réduire une crise mondiale en une métaphore de plomberie. Mais du côté d'Ottawa, on ne rigole pas. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a répondu avec un calme glacial parce que bon, il est canadien mais avec une fermeté qui a fait l'effet d'une gifle diplomatique. 3 mots, l'eau n'est pas à vendre. Simple, direct, sans concession. Et cette phrase a été applaudie comme un but en prolongation lors d'une finale de hockey. Le contraste est saisissant. À Washington, Trump gesticule, menace, balance l'idée de déchirer des traités signés depuis des décennies. À Ottawa, Carney se dresse et trace une ligne rouge. Le Canada défendra chaque goutte. C'est un bras de fer où d'un côté, vous avez la plus grande puissance militaire du monde, et de l'autre, un pays qui se bat avec sa politesse, ses traités et sa souveraineté. Et attention, ce n'est pas qu'un simple désaccord technique. Non. Ce qui est en jeu ici, c'est la stabilité de pactes historiques. Le Great Lakes Water Quality Agreement, signé il y a plus de 50 ans, est plus qu'un bout de papier. C'est la garantie que des dizaines de millions de personnes, des deux côtés de la frontière, puissent boire sans craindre de voir leur eau transformée en arme politique. Quand Trump menace de déchirer ce traité, il n'agit pas seulement contre le Canada. Il agit contre Cleveland, Chicago, Détroit, Buffalo, toutes ces villes américaines qui dépendent aussi de cette ressource. Mais dans l'univers Trump, le calcul est simple. Si l'Amérique a soif, et que le Canada a de l'eau, alors le Canada doit partager. Ça ressemble à une logique d'enfant dans une cour de récréation. Tu as une pomme, je n'en ai pas, donne-moi la moitié. Sauf qu'ici, la pomme, c'est une ressource vitale pour des générations entières. Et le terrain de jeu, c'est la scène internationale. Ce qui rend le moment encore plus croustillant, c'est la mise en scène. Trump ne se contente pas de demander. Non, il transforme la requête en menace. Si le Canada refuse, alors les États-Unis pourraient réécrire les règles, déchirer les accords, utiliser leur puissance économique comme levier. C'est le style « deal or no deal », sauf que cette fois, ce n'est pas une émission de télé-réalité. C'est la vie réelle. Alors forcément, la tension monte. Les médias s'enflamment, les analystes s'arrachent les cheveux, et dans les rues de Toronto ou de Montréal, on entend cette question. Jusqu'où ira Trump pour obtenir ce qu'il veut? Et surtout, est-ce qu'il se rend compte qu'en attaquant son voisin, il met en danger sa propre crédibilité mondiale? Parce qu'au fond, le plus ironique dans cette histoire, c'est que Trump veut sauver l'Amérique assoiffée en puisant dans l'eau d'un pays qui lui a toujours tendu la main. Et en menaçant ce pays, il risque de perdre non seulement l'eau, mais aussi la confiance de ses alliés.
C'est comme casser le seul verre d'eau qui vous restait au milieu d'un désert. Stratégie discutable, vous ne trouvez pas? Alors, que retenir de ce premier round? Trump veut l'eau canadienne, et il est prêt à faire sauter des accords historiques pour y arriver. Le Canada, par la voix de Mark Carney, dit non. Net et définitif. Et au milieu, des millions de citoyens, des deux côtés de la frontière, se demandent si leur futur dépendra des caprices d'un président ou du courage d'un premier ministre. C'est ça, le nouveau visage de la diplomatie nord-américaine, un robinet qui devient arme de négociation. Et ce n'est que le début. Parce que si ce bras de fer commence sur la scène politique, ses répercussions vont vite se faire sentir dans les campagnes américaines, dans les marchés financiers, et jusque dans les assiettes. Mais ça, on en parle tout de suite. Partie 2, la scène intérieure américaine. Pourquoi Washington parle des « urgences ». Pour comprendre pourquoi Donald Trump pointe du doigt le Canada comme si c'était une fontaine publique géante, il faut plonger dans le cœur des États-Unis. Parce que la vérité, c'est que le pays traverse une crise hydrique qui ressemble de plus en plus à une tragédie grecque, mais avec des réservoirs vides au lieu de dieux en colère. Imaginez, les grandes plaines de l'Ouest américain, autrefois couvertes de champs verdoyants, se transforment lentement en paysages lunaires. Le fleuve Colorado, ce héros national qui abreuvait cet État, n'est plus qu'un filet d'eau dans certains passages. Ces berges craquelées ressemblent à des cicatrices ouvertes sur la peau d'un pays en souffrance. Les deux grands réservoirs qui en dépendent, Lake Mead et Lake Powell, sont à des niveaux si bas que les autorités ont dû inventer un vocabulaire inédit pour décrire la catastrophe, Deadpool level, le niveau de mort, quand l'eau ne peut même plus passer par les turbines pour produire de l'électricité. Et ce n'est pas une figure de style. Cela veut dire des millions d'Américains risquent de se retrouver avec des robinets secs, des champs irrigués qui se transforment en désert, et des barrages hydroélectriques réduits au silence. Alors quand Trump parle des « urgences », il surfe sur une réalité douloureuse. Dans des États comme l'Arizona, la Californie ou le Nevada, l'eau est devenue aussi précieuse que l'or à l'époque de la ruée vers l'ouest. Mais à la différence de l'or, vous ne pouvez pas manger des lingots, ni arroser vos champs avec. L'eau, c'est la base. Sans elle, l'économie s'étouffe, les familles rationnent, et les villes suffoquent. Et c'est bien là que réside l'ironie. Les États-Unis, première puissance mondiale, se retrouvent à gérer une pénurie comme s'ils étaient un pays du tiers-monde frappé par une sécheresse interminable. Les agriculteurs californiens, qui faisaient pousser les fruits et légumes pour tout le pays, doivent aujourd'hui arracher leurs vergers faute d'eau. Des champs de tomates, de laitues et d'amandes jadis exportés dans le monde entier sont laissés à l'abandon. Les pertes se comptent en milliards. Résultat, les prix flambent dans les supermarchés, et le consommateur américain doit désormais réfléchir à 2 fois avant de mettre une salade ou un litre de lait dans son panier. Et comme si ça ne suffisait pas, l'électricité s'invite dans le drame. Moins d'eau, c'est moins d'hydroélectricité. Donc les compagnies doivent compenser avec du gaz ou du charbon. Ce qui alourdit les factures. Certaines familles voient grimper leurs dépenses énergétiques de 20 à 30% en quelques mois. Voilà comment une crise de l'eau se transforme en triple peine. Agriculture ruinée, nourriture plus chère, énergie hors de prix. À ce moment-là, Trump arrive avec son instinct de négociateur. Il se dit, pourquoi se casser la tête à attendre la pluie ou à investir des milliards dans des infrastructures quand le Canada a de l'eau à ne plus savoir quoi en faire? Dans son esprit, c'est une évidence. Le Canada est au nord, l'Amérique est au sud, donc l'eau doit descendre. Comme si la gravité devait aussi obéir à la politique étrangère. Et attention, ce discours n'est pas juste une lubie personnelle. Aux États-Unis, la pression populaire est réelle. Les habitants voient leur quotidien bouleversé. Dans certaines banlieues de l'Arizona, l'eau est rationnée à des heures précises de la journée, comme si on vivait dans une série dystopique. Les familles doivent choisir, faire tourner la machine à laver ou remplir le réservoir pour cuisiner. Un choix qui paraissait inimaginable dans un pays qui a bâti sa réputation sur l'abondance. Et pendant ce temps, à Washington, les lobbies agricoles et industriels hurlent à l'urgence. Pour eux, chaque litre compte. Les exploitations de coton, les grandes usines agroalimentaires, et même certaines industries high-tech dépendent d'un accès constant à l'eau. Les puces électroniques, les batteries, les serveurs, tout ça consomme des quantités d'eau hallucinantes. Sans elles, c'est tout le système productif qui menace de ralentir. Voilà pourquoi Trump a transformé l'eau canadienne en sujet politique majeur. Parce qu'il sait que derrière chaque litre refusé, il y a un vote perdu. Et derrière chaque réservoir à sec, il y a un État entier qui se retourne contre Washington. Ce qui rend le dossier explosif, c'est que l'opinion publique est prête à l'entendre. Quand Trump accuse le Canada de garder égoïstement ses ressources, beaucoup d'Américains y voient un coupable pratique, un bouc émissaire. C'est plus facile que d'admettre qu'on a surconsommé l'eau pendant des décennies,
qu'on a construit des piscines au beau milieu du désert et qu'on a irrigué comme si les rivières étaient infinies. Et c'est là que le ton satirique devient amer. L'Amérique, qui a bâti sa grandeur sur l'idée que tout est possible, découvre que non, tout n'est pas possible. On ne peut pas inventer de l'eau par décret présidentiel. On ne peut pas négocier avec le climat. Et même avec toute la puissance de l'armée américaine, vous ne pouvez pas envahir une sécheresse. Alors Trump joue sa carte. Transformer l'eau en enjeu politique, utiliser la soif comme levier, et désigner le Canada comme solution miracle. Mais ce faisant, il ouvre une boîte de Pandore. Parce qu'une fois que vous transformez une ressource vitale en instrument de marchandage, vous mettez en péril la confiance qui tient les accords en place depuis des générations. Voilà donc le paradoxe. Trump brandit urgence comme justification, et il n'a pas tout à fait tort, la crise est bien réelle. Mais la manière dont il tente de la résoudre, par la menace et la pression, pourrait bien aggraver le problème. Car à force de vouloir forcer le Canada à ouvrir ses robinets, il risque de fermer la porte de la coopération. Et dans cette pièce de théâtre politique, la prochaine scène sera encore plus tendue. Comment une dispute qui commence sur les rives des Grands Lacs peut se transformer en un jeu de dominos économiques et diplomatiques. Partie 3, les répercussions économiques. Quand l'eau devient plus chère que le pétrole. Si la politique fait les gros titres, c'est l'économie qui encaisse les coûts. Et avec ce bras de fer entre Washington et Ottawa, le marché mondial commence à se demander si l'on ne vient pas d'entrer dans une nouvelle ère, celle où un litre d'eau pourrait valoir plus cher qu'un litre d'essence. Prenons un instant pour imaginer le scénario. Trump menace de déchirer les traités sur l'eau, le Canada réplique en fermant la porte, et soudain les investisseurs sentent l'odeur du chaos. Et l'odeur du chaos, sur les marchés financiers, ça coûte très cher. Les bourses commencent à trembler, les devises s'agitent, et les contrats à terme sur les ressources hydriques explosent. Oui, parce qu'au cas où vous l'ignoreriez, il existe déjà un marché de l'eau. Et devinez quoi? Depuis que Trump a ouvert la bouche, les traders se frottent les mains comme s'ils avaient inventé la prochaine bulle spéculative. Pendant ce temps, les consommateurs américains, eux, n'applaudissent pas. Ils voient les factures grimper. L'eau embouteillée devient un produit de luxe. Les grandes chaînes de supermarchés doivent rationner leur stock, et les familles les plus modestes se retrouvent à calculer combien de gallons elles peuvent se permettre par semaine. C'est un peu comme si, dans la patrie du soda XXL, on devait soudain mettre des cadenas sur les fontaines à boissons. Et ce n'est pas qu'une question de robinet. La pénurie d'eau frappe en cascade l'ensemble de l'économie. L'agriculture d'abord, moins d'eau, moins de récoltes. Donc les prix flambent. Le blé, le maïs, le soja, tout monte. Et qui dit prix plus élevé dit inflation. Ce qui veut dire que même la classe moyenne, déjà étranglée par les crédits immobiliers et les assurances santé, doit maintenant payer plus cher pour son pain et ses légumes. Ensuite, l'industrie. Beaucoup l'ignorent, mais produire des voitures, des puces électroniques, ou même une simple paire de jeans demande des milliers de litres d'eau. Quand l'approvisionnement se raréfie, les usines ralentissent, les coûts grimpent, et les licenciements pointent le bout de leur nez. Voilà comment une querelle diplomatique peut se transformer en crise industrielle. Et puis il y a Wall Street. Ah, Wall Street. Là-bas, chaque goutte d'eau devient une ligne de profit. Les fonds spéculatifs se lancent déjà dans des paris sur l'avenir des ressources canadiennes. Certains analystes vont jusqu'à parler de l'eau comme du « nouvel or bleu », une matière première à exploiter comme le pétrole au XXe siècle. Et qui dit spéculation dit volatilité. Imaginez, demain, une simple déclaration de Trump pourrait faire grimper le prix mondial de l'eau comme une fusée. Et la moindre réplique canadienne pourrait le faire chuter. Bienvenue dans l'ère où vos factures d'eau dépendent autant des marchés financiers que de la météo. Mais l'ironie la plus savoureuse, c'est que Trump, en agitant cette menace, risque de déclencher l'inverse de ce qu'il recherche. Car si le Canada est poussé dans ses retranchements, il pourrait décider de diversifier ses exportations, de renforcer ses partenariats avec d'autres acteurs économiques, ou même de verrouiller légalement ses ressources hydriques. Dans ce cas, les États-Unis se retrouveraient non pas avec plus d'eau, mais avec moins de marge de manœuvre. Et les marchés détestent une seule chose plus que tout, l'incertitude. Sur le plan domestique, le discours de Trump pourrait aussi se retourner contre lui. Car pour les Américains, l'idée de payer leur eau plus cher qu'un plein d'essence, c'est une gifle à leur mode de vie. L'Amérique s'est construite sur l'abondance, sur l'idée que tout est disponible en illimité, routes infinies, supermarchés débordants, fontaines à soda sans fond. Voir l'eau devenir une denrée rare, c'est comme découvrir que le rêve américain a des fissures. Et pendant que les politiciens jouent au poker diplomatique, ce sont les entreprises et les citoyens qui paient la mise. Les petites exploitations agricoles ferment, les factures explosent, et l'opinion publique commence à murmurer une question dérangeante. Est-ce que Trump nous protège vraiment, ou est-ce qu'il parie notre futur sur un coup de bluff? Car voilà le cœur du problème.
La rhétorique agressive peut faire grimper la popularité à court terme, mais elle fait aussi vaciller la confiance à long terme. Et la confiance, en économie, c'est comme l'eau. Quand elle s'évapore, tout le reste s'effondre. Ce bras de fer, en apparence technique, pourrait donc déclencher une onde de choc bien plus large. Inflation incontrôlable, spéculation débridée et tension sociale accrue. Les Américains sont déjà fatigués par les crises successives, santé, énergie, sécurité, et voilà qu'on leur annonce une nouvelle bataille, cette fois pour remplir leur verre d'eau. Alors, quand Trump promet de régler le problème en brandissant le Canada comme un coupable, cela fait sourire certains. Mais cela inquiète beaucoup. Car si l'eau devient une arme économique, si elle se met à suivre les mêmes règles que le pétrole ou le gaz, alors nous entrons dans une zone de turbulence dont personne ne connaît l'issue. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'au lieu d'apaiser les marchés et de rassurer les familles, cette crise de l'eau est en train de faire exactement l'inverse. Elle sème la peur, elle enflamme la spéculation, et elle divise l'opinion. Ce n'est plus seulement un débat politique, c'est un pari économique global. Et comme tout pari, il peut rapporter gros à quelques-uns, mais coûter très cher à la majorité. Alors, que va-t-il se passer quand l'eau, ce bien commun, sera officiellement traité comme une marchandise au même titre que le pétrole? La réponse se trouve dans la prochaine partie. L'impact diplomatique et géopolitique d'un conflit qui, au départ, ne portait que sur un robinet. Partie 4. Les répercussions diplomatiques. Quand un robinet devient une bombe à retardement. Si l'eau était seulement un problème de facture ou de marché, l'affaire resterait gérable. Mais quand la diplomatie s'en mêle, tout change de dimension. Car ce conflit n'oppose pas seulement deux pays voisins, il remet en cause l'équilibre fragile de toute la région nord-américaine, et au-delà. Imaginez la scène. Un président américain qui accuse son voisin d'égoïsme hydrique. Un premier ministre canadien qui lui répond avec un « non » glacé digne d'un mur de glace québécois. Et au milieu, une communauté internationale qui observe, incrédule. Parce qu'en diplomatie, s'attaquer à un allié historique, c'est comme se tirer une balle dans le pied et déclarer que c'est une stratégie. Depuis plus d'un demi-siècle, les États-Unis et le Canada ont bâti une relation fondée sur la coopération. Frontières pacifiques, accords commerciaux, défense commune. On parlait même de « frères d'armes » après la Seconde Guerre mondiale. Et voilà que cette fraternité menace de se briser à cause d'un robinet. Un robinet. L'ironie est totale. Alors que d'autres nations se battent pour le pétrole ou le gaz, Washington et Ottawa risquent de s'écharper sur la ressource la plus banale, celle qu'on laisse encore couler en se brossant les dents. Pour les diplomates canadiens, la situation est claire. Céder à la pression américaine reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. Car si le Canada accepte de partager son eau sous la menace, qu'est-ce qui empêchera les États-Unis de réclamer plus de main? Le bois? Les terres agricoles? Ou pire, un droit de regard direct sur la gestion des ressources naturelles canadiennes. En diplomatie, céder une fois, c'est créer un précédent. Et Ottawa le sait très bien. Mais pour Washington, la logique est inversée. Dans la tête de Trump, il ne s'agit pas de diplomatie, mais de transaction. Le Canada a l'eau, les États-Unis en ont besoin, donc le Canada doit payer son « devoir d'allié ». Comme si l'OTAN, le libre-échange et la coopération militaire se traduisaient en gallons d'eau douce. Une vision digne d'une boutique de quincaillerie où chaque relation internationale se négocie à coups de bons de réduction. Ce bras de fer met aussi en lumière une réalité brutale. La puissance américaine, habituée à imposer ses règles au reste du monde, se heurte ici à une résistance inattendue. Car le Canada, petit frère poli dans l'imaginaire américain, n'a pas l'intention de plier. Au contraire. Mark Carney et son gouvernement martèlent un message simple. L'eau n'est pas une marchandise, c'est une question de souveraineté nationale. Et ce discours trouve un écho auprès d'autres pays, qui voient dans l'attitude canadienne une forme de courage diplomatique. Résultat, Trump, en pensant isoler le Canada, risque de s'isoler lui-même. L'Union européenne observe avec méfiance. Les Nations unies rappellent le principe fondamental du droit humain à l'eau, et même certains alliés traditionnels des États-Unis commencent à douter. Car si Washington est prêt à menacer Ottawa pour un robinet, que fera-t-il avec eux demain? Sur le plan régional, les tensions sont palpables. Le Mexique, déjà en conflit avec les États-Unis sur le partage des eaux du Rio Grande, regarde cette querelle avec un mélange d'inquiétude et de satisfaction. Inquiétude, car cela prouve que l'eau devient une arme diplomatique. Satisfaction, car le Canada montre qu'il est possible de dire « non » à Washington. Un précédent qui pourrait inspirer d'autres voisins. Et dans les couloirs feutrés des organisations internationales, le sujet fait déjà l'objet de débats enflammés. Certains experts parlent des « hydrodiplomaties », d'autres de « guerre de l'eau froide ». Les mots sont choisis, mais le constat est clair. L'eau,
autrefois symbole de vie et de coopération, est en train de devenir une ligne de fracture géopolitique. Ce qui est fascinant et inquiétant, c'est la manière dont cette crise révèle la fragilité de l'alliance nord-américaine. Car au-delà des traités, au-delà des sourires protocolaires, les relations internationales tiennent sur une règle d'or, la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se répare pas avec un simple tweet ou une poignée de main. Elle laisse des cicatrices durables. Alors, imaginez les prochains sommets diplomatiques. Trump arrive, exigeant son eau. Carney répond, inflexible. Les autres leaders observent, soupirent, et prennent des notes. Et chacun se demande, si les États-Unis peuvent menacer le Canada, leur plus proche allié, qu'adviendra-t-il des accords avec les autres partenaires? Voilà le paradoxe. En croyant défendre les intérêts américains, Trump risque de les saboter. Car un allié humilié ne reste pas un allié docile. Et une diplomatie réduite à des menaces transforme chaque négociation en champ de bataille. En un mot, ce robinet canadien n'est pas seulement un enjeu hydrique, c'est une bombe à retardement diplomatique. Chaque goutte refusée devient une étincelle. Et chaque étincelle rapproche l'Amérique et le Canada non pas d'une coopération renforcée, mais d'une fracture historique. Et ce n'est pas fini. Car si la diplomatie se tend à ce point, les conséquences pourraient bientôt dépasser la scène politique et diplomatique. Elles pourraient toucher directement la sécurité régionale, les alliances militaires, et même l'image globale des États-Unis dans le monde. Mais ça, c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Ce qui devait n'être qu'un simple débat sur la gestion des Grands Lacs s'est transformé en bras de fer historique. À force de vouloir tout acheter, tout contrôler, Donald Trump a réveillé un nouveau spectre, celui d'un allié qui refuse de céder. Et croyez-moi, en diplomatie, ce genre de fracture ne s'efface pas avec une poignée de main devant les caméras. Alors oui, cette guerre de l'eau n'est pas encore terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Elle va influencer l'économie, la diplomatie et même la vie quotidienne de millions de familles. Et plus le temps passe, plus une question s'impose. Dans un monde où le pétrole a déclenché des guerres, est-ce maintenant l'eau qui dictera les rapports de force? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Pensez-vous que le Canada tiendra tête jusqu'au bout? Ou qu'au contraire, Trump finira par trouver un moyen de forcer la main de son voisin? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis compte. Et surtout, si vous voulez continuer à recevoir des analyses exclusives, mordantes et sans compromis, abonnez-vous à Zoom Amérique, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que comprendre ces crises, c'est aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons. À très bientôt pour un nouveau décryptage.